Carl, Amanda, Émilie, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais vous entendre là-dessus. Quel impact cette histoire-là pourrait avoir? Évidemment, on ne connaît pas encore la décision de la Cour suprême, mais cause très importante, Amanda, j'imagine, pour les francophones, non seulement au Nouveau-Brunswick, là. Absolument, c'est une cause extrêmement importante et que je suis de très près. Mais peu importe le résultat, je pense qu'il est important, ça va être des gouvernements de quand même faire la bonne chose, pas parce que c'est un droit constitutionnel ou pas qu'on doit le faire ou pas le faire. C'est vraiment une question de respect. Et ceux qui sont anti-nomination bilingue disent ah ben ça devrait toujours être la compétence. C'est pas une question de langue, c'est une question de compétence. Mais si la personne n'est pas capable de livrer un discours ou de parler aux Acadiens, aux francophones, est-ce qu'elle est réellement compétente, cette personne-là, pour faire ce rôle qui est devenu largement symbolique et cérémoniel? Donc, ça fait partie des compétences. Oui, c'est ça. Là, je parlais évidemment, ça nous vient en tête la nomination de Mary Simon, gouverneure générale, qui se retrouve un peu dans la même situation. Carl, bon, les arguments du gouvernement, dans le meilleur des mondes, on aurait quelqu'un qui parle les deux langues, mais c'est pas toujours possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi, il n'y avait aucune personne bilingue au Nouveau-Brunswick qui pouvait être nommée là? J'ai de la difficulté à croire ça. C'est une décision politique qui a été prise par Justin Trudeau pour des raisons autres que le bilinguisme, clairement. Il a fait la même chose pour Mary Simon. Et malheureusement, ça nous amène devant cette cause. Maintenant, je ne pense pas que, peu importe si on perd ou on gagne, là, ça va changer grand-chose pour les droits linguistiques des francophones au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays. Sauf que ça met un cercle autour de la tâche. C'est-à-dire que au Canada, c'est encore un pays à deux vitesses lorsqu'il vient le temps de choisir quelqu'un de bilingue. Il y a des gens qui sont bilingues, qui parlent anglais et français, et il y a des gens qui ne sont pas bilingues, qui sont nommés, et eux, ce sont toujours, sans exception, des anglophones qui ne parlent pas français et non pas des francophones qui ne parlent pas anglais. Oui, exactement. Émilie? Je pense qu'au-delà du droit constitutionnel, il faudra voir vers où la Cour suprême penchera, à savoir si c'est considéré comme une institution, donc si la charte a été violée. Bon, ça, c'est très technique, c'est très juridique, mais comme mes collègues l'ont si bien dit, au-delà de ça, là, c'est question de respect envers la population qui est représentée, et surtout au Nouveau-Brunswick. À l'époque, c'était vraiment une très mauvaise décision politique, je pense, de Justin Trudeau, parce que le Nouveau-Brunswick est la seule province au statut vraiment bilingue. Donc, je pense que c'était important d'avoir quelqu'un qui pouvait, un chef d'État, parce que c'est ce que le lieutenant-gouverneur est dans une province, il ne faut pas l'oublier. Donc, de nommer un chef d'État qui parle les deux langues, je pense que c'est vraiment le moins du monde. C'était le minimum et ça n'a pas été respecté. Donc, ce serait intéressant de voir où la Cour logera, parce que ça pourrait, si la Cour décide d'élargir et de dire que ça a violé la charte, on verra bien, mais ça pourrait avoir une portée symbolique extrêmement forte pour les prochaines nominations, même du gouverneur général au Canada dans le futur. Oui, exactement, parce que tous ces postes-là, on le rappelle, sont nommés par le gouvernement fédéral, même si c'est dans les provinces, c'est ultimement le premier ministre qui a le dernier mot. Mark Carney a dévoilé aujourd'hui une deuxième liste de grands projets d'intérêt nationaux. On retrouve là-dessus du gaz naturel, l'hydroélectricité, plusieurs projets de mines de minéraux critiques également. On en parlait hier soir, il y a certaines préoccupations environnementales pour ces projets-là, mais également, je vous dirais, concernant les orientations générales du gouvernement. On va écouter l'ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna. On n'a pas de détails de ce que M. Carney va faire. Il parle des réglementations, c'est ça qui est très important, mais on voit pas comment ils vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. On parle d'intensité des émissions, ça, c'est pas la mesure que la planète qui veut voir. Là, M. Carney, qui est au pouvoir depuis 6 mois, on a une certaine idée de ce qu'il veut faire. Mme McKenna, en passant, qui avait appuyé Mark Carney dans la course à la direction. Est-ce qu'il y a un recul, selon vous, au chapitre de l'environnement avec le nouveau gouvernement Carney, Carl? Oui, il y a un recul évident par rapport au gouvernement Trudeau. Le premier geste de Mark Carney a été essentiellement d'abolir la taxe carbone. Alors oui, il y a un recul, mais c'est un recul qui s'explique par le fait que depuis la pandémie de COVID-19, l'environnement a chuté parmi les priorités des électeurs. Alors, le gouvernement en a pris acte et prend des actions en conséquence, alors que présentement, le coût de la vie, la guerre commerciale, l'inquiétude économique est ce qui est en tête de liste. Alors, c'est pour ça que le gouvernement Carney agit ainsi. Est-ce qu'on aura un retour du balancier éventuellement? Pour l'instant, c'est difficile de le voir, considérant les circonstances, mais il y a un fait inéluctable, c'est que la planète, elle, continue de se réchauffer et nous en payons le prix avec les feux de forêt, les inondations
et autres catastrophes climatiques qu'on voit de plus en plus? Oui, on le voit très, très bien et de très près au Canada. Donc, économie et environnement, difficile parfois de concilier les deux. Émilie? Je pense que là, le virage est résolument économique. L'environnement, je pense, va passer au second plan, ne serait-ce que par le choix des projets. On est littéralement dans l'énergie. Oui, là-dedans, il y a entre autres de l'hydroélectricité, mais pas seulement. Il y a aussi des projets de gaz et on est résolument aussi vers les minéraux critiques. Et donc, ça, c'est développement économique au complet. On aurait pu là, avoir des grands projets aussi là-dedans, captage de carbone, éolienne, peu importe, mais à date, on ne voit rien de ça. Donc, pour moi, c'est sûr que ça reste toujours extrêmement difficile à concilier l'environnement puis l'économie, mais ça ne devrait pas. On devrait être capable d'avoir une économie verte qui se développe mieux. Mais on sent, déjà Mark Carney qui a aussi ouvert la porte à peut-être abolir les plafonds d'émissions du secteur du pétrole. Alors pourquoi vous pensez? Probablement parce que ce qui s'en vient, c'est peut-être un pipeline du côté de l'Alberta, on le verra bien. Il dit qu'il est en discussion. Mais on n'est pas en avancée là, du côté de l'économie verte et tout ça. On n'est vraiment pas, au contraire, on est en recul par rapport au gouvernement Trudeau de ce côté-là, c'est certain. Oui, l'Alberta, d'ailleurs, qui ne compte toujours aucun de ses grands projets pour le moment, mais effectivement, un pipeline pourrait peut-être arriver éventuellement. Amanda, est-ce qu'on recule au point de vue de l'environnement? Mais je pense que M. Carney et son gouvernement ont choisi d'être pragmatiques. Et comme mes collègues disaient, Carl et Émilie, c'est que dans les priorités des Canadiens, le sondage Nanos de la semaine dernière le démontre, dans les 10 enjeux top 10, c'était 6e, l'environnement, loin derrière la relation avec les États-Unis, l'économie, les emplois, l'inflation et même l'immigration. Donc, on a choisi d'être flexible au gouvernement Carney et je pense que ça prend des chefs comme ça qui vraiment regardent ce qui se passe, les circonstances. Et il y avait quand même beaucoup qui a été fait sous le gouvernement précédent et c'est normal qu'avec un différent chef, il y a une différente direction. Oui, on gouverne parfois avec les sondages. Justement, parlant de sondages, en voici un autre dont les résultats ont été publiés ce matin. Est-ce que la lune de miel des Canadiens à l'endroit de Mark Carney dure toujours? C'est ce que la firme Léger a voulu mesurer sur un sondage publié dans le Journal de Montréal. Voyez les chiffres. Bon, les libéraux sont toujours en avance. Bloc québécois, 2e. Les conservateurs, 3e. Ça, c'est les intentions de vote au Québec. Mais regardez la différence depuis un mois de chute pour les libéraux, alors que les conservateurs remontent. Et quand on demande aux gens, êtes-vous satisfait ou insatisfait du gouvernement Carney, 46 sont satisfaits, pas très loin derrière, 39 insatisfaits. Alors, c'est un sondage dans une province, mais ça vous dit quoi, ça, Émilie? Ça me dit que le Québec et le Canada sont apparemment deux solitudes parce que Léger a publié un sondage sur la même chose, mais pan-canadien, la semaine dernière. Ouais. OK? Donc, ça ne fait pas des lustres. Et quand on regarde les chiffres pan-canadiens, la satisfaction à l'égard de Mark Carney, elle a augmenté de 5 points. Alors, on voit qu'au Québec, c'est vraiment complètement différent. Moi, j'ai l'impression qu'on peut attribuer ça beaucoup. Hein. Vous savez, au Québec, il y a ce sentiment anti-américain qui est très fort, encore plus fort, je pense, qu'ailleurs. Et Mark Carney a fait beaucoup de concessions aux Américains avec le temps. Comparativement, souvenez-vous, hein, quand il nous disait coude levé en campagne électorale et tout ça, on a peut-être l'impression là, que devant Donald Trump et les États-Unis, il s'affaiblit un peu. Donc, j'ai cette impression qu'au Québec, ça passe pas. En tout cas, du moins, c'est la principale explication que je pourrais trouver. OK, c'est ça. On attend toujours les résultats de ces fameuses négociations. Bien, de toute façon, il n'y a pas de négociation en ce moment. Carl, votre lecture du sondage? Il faut faire attention. Là. Évidemment, c'est clair que Mark Carney ne livre pas la marchandise. Ça commence à s'étioler. En même temps, je pense que ça n'inquiète pas vraiment Mark Carney présentement. Mais la réalité, c'est que les effets de cette guerre commerciale vont continuer de se faire sentir si on n'arrive pas à une entente rapidement. Et c'est là où on sent que Mark Carney est peut-être un géant sur un sol d'argile ou avec des pieds d'argile où il pourrait vraiment tomber rapidement. Et c'est pour ça que Pierre Poilievre s'accroche à son titre de chef de l'opposition officielle, parce qu'il pense qu'il peut faire tomber le gouvernement dans les prochains mois, peut-être dans la prochaine année, et ainsi le remplacer. Mais c'est un gros calcul qui est basé sur des impressions, et tout ça va changer le jour où Mark Carney livrera la marchandise avec une entente avec Donald Trump et les Américains. OK, vous pensez que ça va arriver, ça? Bien, je l'espère pour tout le monde. Oui, c'est ça. On ne sait pas quand, on ne sait pas si ça va arriver, on verra bien. Amanda? Oui, alors je pense que ça prend 4-5 sondages avant de vraiment s'énerver, de voir une tendance. Et je pense qu'il faut quand même regarder, Carney mène avec 22 points sur M. Poilievre, donc c'est quand même significatif. Et aussi,
ça démontre, moi je trouve que c'est la beauté des Québécois au niveau politique, c'est qu'ils sont ouverts à changer d'idée. On l'a vu en 2011 avec M. Layton et la vague orange. Ils n'ont pas de parti pris nécessairement de dire on vote toujours de la même façon. C'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Est-ce que ça va bien? Et il n'y a pas vraiment de mal à changer d'idée. Et je pense que le gouvernement doit utiliser ça comme regarder pour voir que c'est pas nécessairement un acquis, parce que le Québec ne votera pas nécessairement toujours libéral pour M. Carney, qu'il faut gagner ce vote-là, donc cet appui-là. Donc, je pense que c'est quand même sain d'avoir ça. OK, un électorat peut-être un peu plus volatile au Québec. Petit mot sur Pierre Poilievre. On en parlait la semaine dernière qu'il y a eu une très dure semaine avec le départ de 2 de ses députés. On lui a demandé d'ailleurs hier, est-ce qu'il allait revoir son style de leadership? Écoutez la question et la réponse. Have you maybe reflected on your leadership style moving forward? No, my plan is to continue to lead and be the only leader in the country that's fighting for an affordable Canada, where our people who work hard can afford a home and food. That is my agenda. Alors, allez-vous réfléchir sur votre avenir? La réponse est claire, c'est non. M. Poilievre, on l'a vu dans le sondage qui remonte un tout petit peu. Tour de table rapide là-dessus, Émilie. Sa base est fragilisée, Pierre Poilievre, et ça ne changera pas là, depuis sa participation au fameux podcast là, où il a remis en question la GRC puis il a dit que Trudeau aurait dû être emprisonné. Sa base, elle s'est fissurée. Il a perdu 2 députés. Ce ne sera pas évident là, pour la suite pour lui. Là, peu importe que dans un sondage, il augmente un peu au Québec. Et dans un score qu'il mène à peu près là où il était dans les résultats le 28 avril dernier, hein, en passant. Donc, ça, on n'est pas très loin. On est autour de 25 ça demeurera difficile pour lui, surtout s'il ne veut pas changer puis il reste avec la ligne dure. Ça va être extrêmement difficile pour lui. Pas de quoi se réjouir. Donc, en quelques secondes, Carl. Est-ce que les progressistes conservateurs sont encore une force au sein de ce parti-là? Parce que c'est eux qui veulent évincer Pierre Poilievre. Ce n'est pas la base réformiste allianciste sur laquelle il s'appuie. Alors, c'est la clé. Est-ce que ces fameux Red Tories sont encore assez puissants pour le faire tomber en janvier? Amanda, le mot de la fin? Oui, alors je pense que Pierre Poilievre doit rester fidèle à qui il est. On accuse les politiciens de mentir, de vouloir notre vote et de tout faire juste pour l'avoir et ensuite changer. Et là, on dit, ben non, il faut que tu changes ton style de leadership. Il doit nous montrer qui il est et là, on peut voter pour qui il est. OK. Pas d'élection à court terme, on verra bien. Merci beaucoup, Carl, Amanda, Émilie. Bonne semaine. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Merci.